Choisir un camp. Chapitre 3. Valognes. Walter, janvier 1944. La fin de l'année 1943 m'a donné raison. Leipzig a été bombardée le 4 décembre et les dégâts ont été importants. Même si notre immeuble a résisté, j'ai demandé à ma mère de quitter la ville, bien trop exposée. Avant de partir, je lui ai trouvé un petit appartement, grâce à un confrère chirurgien avec lequel j'avais fait mes études de médecine, Georg Glaser. J'ai juste le temps de procéder au déménagement de ces quelques meubles, et biens les plus précieux, ainsi que certains meubles et objets de l'appartement que j'occupais moi-même avec ma famille, et de l'accompagner à Euningen, où se trouve son nouveau logement, et donc le mien. Je fais également les démarches administratives nécessaires. Cet emplacement est très stratégique, car le village, situé à l'extrémité ouest du lac de Constance, appelé Untersee, est voisin du bourg suisse de Stein am Rhein. Qui plus est, il n'y a aucune industrie qui pourrait être la cible de bombardements. Le village est donc moins exposé que la ville de Constance qui se trouve à 40 km. Il est entouré de pittoresques vignobles et le climat y est très doux. La vue sur le lac est magnifique. Le coin paraît idyllique avec ses maisons à colombages qui doivent certainement être décorées de fleurs à partir du printemps. Ce qui est certain, c'est que l'atmosphère y semble très éloignée de la guerre. Mais je n'ai pas le loisir de faire du tourisme, car après ma convalescence, je reprends du service, de nouveau en France, avec un climat beaucoup plus supportable que celui de la Russie. Changement de lieu et également de division. Cette fois, je suis rattaché à la 709e division d'infanterie, commandée par le lieutenant-général Karl Wilhelm von Schlieben depuis le mois de décembre. Au cours de l'hiver 1943-1944, cette division est délestée de ses meilleurs éléments pour le front de l'Est. En remplacement, elle reçoit des officiers, sous-officiers et soldats qui sont soit d'anciens blessés déclarés inaptes au combat en première ligne, soit des hommes plus âgés, souffrant de problèmes de santé et manquant d'expérience au combat, ou encore des prisonniers de guerre enrôlés. Il y a, par exemple, un certain nombre d'Ostlegionen, composés d'un mélange de volontaires, de conscrits et d'anciens prisonniers de guerre soviétiques, qui ont choisi de combattre dans l'armée allemande plutôt que de subir les dures conditions de détention dans les camps. 2 bataillons d'un des régiments de la division sont des bataillons géorgiens, encadrés par des officiers et sous-officiers allemands. Ces unités remplissent des fonctions spécifiquement statiques de troupes de garnison en territoire occupé. La division est chargée de la défense côtière, notamment de la protection des rivages est et nord de la presqu'île du Cotentin. Auprès des habitants du coin, ces bataillons d'Osttruppen, composés de soldats de l'Est, russes, ukrainiens, géorgiens ou turkmènes, n'ont pas bonne réputation. Les Normands déplorent de nombreux vols de bestiaux, de volailles ou de denrées. Le poids de l'occupation leur semble aussi lourd qu'en 1940, d'autant que pas mal d'établissements scolaires sont réquisitionnés pour loger les troupes, comme à Lessay, Perrier, Saint-Sauveur-Landelin, Coutances ou dans les environs de Saint-Lô. Il y a eu aussi des exactions, comme des prélèvements de matériaux ou de bétail sous forme de visites domiciliaires quelque peu brutales. Aussi, les tensions entre les municipalités et les unités allemandes locales sont de plus en plus importantes. Les maires subissent parfois des algarades, des menaces ou des punitions pour ne pas avoir pu satisfaire les réquisitions. Mais les plus craints sont les SS. Cependant, pour l'instant, il n'y en a pas dans cette zone du Cotentin. La résistance semble peu active dans le coin, tant les mesures prises par la police et la Wehrmacht sont pugnaces, notamment dans cette partie nord de la péninsule. Les habitants y ont vu leur droit de circulation se réduire à la suite de la directive numéro 40 du 23 mars 1942 de Hitler à notre armée, organisant les côtes contre un débarquement allié.
Toute cette zone et les bois sont dévorés par les rampes de lancement de V1 de Cherbourg-Brécourt, dont le bataillon a son PC justement à Valognes. L'ouvrage de Brécourt est situé au pied d'un coteau, dans le flanc duquel, avant la guerre, la Marine nationale française avait fait creuser 8 galeries souterraines destinées au stockage du mazout pour les navires de guerre stationnés ou faisant escale à Cherbourg. La Wehrmacht a réutilisé ces installations dans le cadre du mur de l'Atlantique pour abriter le stockage de 330 tonnes d'oxygène liquide dans 6 réservoirs et l'équipement d'unités mobiles de tir ainsi que de 30 fusées A4. Elle les a cédées en 1943 à la Luftwaffe, qui y aménage une base de lancement pour les V1, ces avions sans pilote, et conçus pour en expédier quasiment en continu. La rampe de lancement, constituée de 2 murs parallèles en béton armé, longs de 75 mètres, avec une encoche sur les faces intérieures, donnant l'inclinaison de la rampe et orientée vers le port de Bristol, n'est pas encore complètement achevée. Mais pour en revenir aux habitants et à leur possibilité de résister aux occupants que nous sommes, détenir une arme, tenter de gagner l'Angleterre, ou même être accusé sans preuve d'avoir coupé des câbles téléphoniques, les rendent passibles de la peine de mort exécutée le lendemain de la décision du tribunal militaire. De quoi refroidir les velléités d'éventuels terroristes, d'après mes supérieurs. J'en suis beaucoup moins sûr qu'eux. Ils sous-estiment le patriotisme de ces gens qui subissent l'occupation de troupes étrangères depuis près de 4 années. Les divers services, comme la Kommandantur ou la Gestapo, occupent des bâtiments publics et des hôtels particuliers, nombreux dans la ville, d'où son nom de Petit Versailles normand. La nombreuse main-d'œuvre employée par l'organisation Todt pour la construction du mur de l'Atlantique est logée dans des baraquements. Je loge, comme d'autres officiers de l'état-major de la Wehrmacht, au château de Chiffre-Vaste à Tamerville, à un peu plus de 3 km de l'hôpital de Valognes, où j'exerce mes fonctions depuis janvier. Une partie de cet établissement hospitalier est réquisitionnée par la Wehrmacht pour soigner nos soldats. Quel changement par rapport à la Russie! Notre lieu d'habitation est une demeure du XVIIe siècle, de style Louis XIII, construite sur l'emplacement d'une ancienne forteresse. Bâti au centre d'un vaste parc à l'anglaise, orné de statues et de vases, le château se présente sous la forme d'un H allongé. Un grand bâtiment rectangulaire, flanqué aux angles de pavillons carrés en saillie. On accède à la demeure entourée de douves sèches par un pont de pierre. Sur la façade à laquelle on accède depuis la cour d'honneur par un large escalier encadré de balustrades sculptées, on peut voir un écu timbré d'un casque avec sa visière abaissée et surmonté d'un cimier, soutenu par 2 lions affrontés, qui figurent les armes de la famille d'Anneville à qui appartenait le domaine. Elle est percée de portes et de fenêtres à meneaux, ou de petites fenêtres carrées jumelles, surmontées de frontons triangulaires, accentuant l'impression de verticalité. Ces fenêtres sont encastrées dans de légers pilastres qui structurent la façade de manière harmonieuse et rigoureuse. 18 belles lucarnes doubles en plein cintre, surmontées de frontons, éclairent les combles sous un toit à forte pente. Les hautes cheminées présentent aussi à leur sommet des rangs d'ornements en forme de consoles renversées. Le domaine dispose aussi d'un potager, de bois, d'herbage et d'étangs, avec des aménagements hydrauliques. Il y a aussi une glacière, des vestiges d'un lavoir, une fontaine et un bâtiment qui abritait auparavant une laiterie. Quel changement! L'année dernière, à la même époque, je marchais en Russie. Et moi, comme mes camarades, nous réjouissions de chaque vêtement que nous pouvions enfiler pour rester au chaud dans une neige infernale et un froid polaire. Ici, dans le Cotentin, l'hiver est doux, et dans notre logement, point de punaise ni de puce. L'hôpital, quant à lui, est installé dans une ancienne abbaye bénédictine. Sa façade s'agrémente d'un surprenant portail baroque, agrémenté de pilastres superposés et d'une impressionnante profusion d'ornements en saillie. L'ancien logis de l'abbesse est un bel édifice classique, régulièrement ordonnancé par des chênes harpés et de longs bandeaux horizontaux.
Les autres anciens bâtiments conventuels s'organisent autour d'un cloître à galerie d'arcades. Nous occupons une partie de l'établissement avec un service de 36 lits pour nos soldats ayant besoin de soins. Certains officiers supérieurs, peu nombreux il est vrai, ayant fait venir leurs familles, nous pouvons même les admettre dans la mesure où des lits sont disponibles. Nous en profitons aussi pour la formation technique du personnel soignant. Les lits d'hospitalisation sont répartis en 5 chambres de 6 lits et 6 chambres individuelles, de manière à pouvoir isoler les patients qui le nécessitent. Notre pharmacie est séparée de celle de l'établissement. Avec le grade de major, je suis devenu Oberstabsarzt. Nommé chef de service, je suis donc assisté d'un autre chirurgien et d'un anesthésiste. Il y a aussi un médecin interniste, un dentiste et un psychiatre. La plupart de nos infirmiers sont des militaires de notre division, mais il y a aussi quelques soignants français, des religieuses en général. Dans la pratique, mon autorité est limitée aux questions médicales et au personnel soignant, comme les autres médecins, et les infirmiers travaillant sous ma supervision. Ce qui est certain, c'est que je préfère arborer ma blouse de médecin ou ma tenue de chirurgien que mon uniforme d'Oberstabsarzt, avec ses épaulettes au double passepoil en fil d'aluminium ornées du bâton d'Asclépios, ses pattes de colle brodées également en fil d'aluminium, son aigle brodé sur la poitrine et la boucle de ceinture avec le Heeresadler surmonté de la devise Gott mit uns. La Lazaretverwaltung, ou gestion de l'hôpital, n'est pas mon travail. Cela nécessite des compétences administratives spécialisées dans les paiements, la tenue de livres et la comptabilité que je n'ai pas. C'est donc un Beamter qui s'en charge. Je ne suis pas débordé de travail depuis que je suis arrivé le 3 janvier. Les blessés qui nous sont amenés sont pour la plupart des victimes des sabotages des maquis. Car les manchots semblent s'être adaptés à la situation, peu favorable à des réseaux de résistance de grande envergure, en créant des petits groupes de maquis très agressifs, mais capables de se dissoudre dans la campagne et de se reconstituer très rapidement. Cependant, le 6 janvier, suite à une attaque aérienne sur le Wasserwerk Cherbourg à Couville, certainement confondu avec le Wasserwerk Minenlager de Brécourt, la situation change brusquement. Bien que cette attaque ait eu lieu plus près de Cherbourg, l'hôpital de Valognes a reçu un afflux de blessés civils. Civils ou pas, j'ai ordonné que le bloc opératoire soit prêt pour accueillir les personnes nécessitant une intervention. Après tout, c'est mon cœur de métier. Pendant que mon assistant opère dans notre bloc, je propose mon aide aux chirurgiens civils français. Si ma proposition les surprend, elle semble bienvenue, et je me retrouve à opérer dans un de leurs blocs avec une équipe française. Heureusement que je parle correctement leur langue, même si mon accent trahit mon origine. Je dois dire que cette expérience est enrichissante. J'interviens avec un interne en chirurgie et un anesthésiste. L'infirmière qui travaille avec nous semble très jeune. Toutefois, je n'ai vu que ses yeux, très bleus, d'un bleu céruléen, surmonté de sourcils froncés. Pas un cheveu ne dépasse de son voile. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'imagine brune, malgré son teint apparemment clair. Cependant, quoi de plus normal, puisque nous sommes en hiver. Les interventions s'enchaînent pendant plusieurs heures. Nous avons peu le temps de discuter les uns avec les autres. Mes seuls échanges sont pour poser des questions à l'anesthésiste, dire ce qu'il faut faire à mon assistant et désigner les instruments et le type de fil à l'infirmière qui, généralement, devance ma demande. Jeune mais compétente, pensais-je. Cette jeune femme est en effet très vigilante, silencieuse, apparemment scrupuleusement consciencieuse et méthodique. Calme, rien ne semble l'affoler, ni mes demandes, ni les réprimandes que je peux faire lors de mes rares moments d'impatience. Elle se déplace comme une ombre, sans bruit et sans précipitation, ce qui pourrait créer des déplacements d'air ou des pans de son voile. Elle est à l'affût de mes gestes pour anticiper et me donner l'instrument utile ou le remplacer s'il est imparfait ou souillé, me fournir les champs nécessaires, les compresses, le sérum chaud, le catgut, l'un ou autre fil de calibre approprié, orienter le cialytique de manière adaptée, changer mes gants ou encore essuyer mon front. Elle ne passe aucune faute d'asepsie, ce qui montre qu'elle n'est pas familière de la médecine de guerre.
Mais ça me fait du bien de me retrouver dans un contexte opératoire qui n'est pas celui d'un champ de bataille. Tous ces gestes sont faits dans le moindre temps, toujours les mêmes gestes, mesurés pour les mêmes choses. À chaque fin d'intervention, je commence le pansement et elle le finit à la perfection, tout comme elle surveille attentivement le transbordement des patients sur le brancard qui les ramènera à leur chambre, s'assurant que les drains ne sont pas arrachés lors d'une fausse manœuvre, aidant l'anesthésiste au maintien en place des perfusions, veillant au bon positionnement du patient, à son confort, à la présence du matériel nécessaire à son état et à ce que le dossier soit complet. J'ai opéré toute la soirée et la nuit jusqu'au milieu de la matinée avec cette équipe. Alors que je les remercie de leur aide, ils me proposent de quoi me sustenter et surtout une bonne dose de café, ce dont tout le monde a besoin. En effet, nous méritons bien une pause. Ce n'est qu'au moment où elle enlève son masque que je vois le visage de la jeune infirmière qui m'a tant impressionné par ses compétences. Elle est en effet très jeune. Je ne lui donne guère plus de 20 ans. Les céphalites dorés qui constellent son petit nez accentuent certainement cette impression de jeunesse de son visage fin et délicat. Ses lèvres, bien dessinées, avec un arc de Cupidon prononcé, sont les seules choses que je peux observer en plus de ses yeux et de son nez. En revanche, impossible de connaître la couleur de ses cheveux, mais le peu que je vois est d'une beauté saisissante. Cette fille m'intrigue. Vous êtes très jeune, mais en même temps, vous semblez être une infirmière très expérimentée, interviens-je, avide d'en savoir plus. Peut-être parce que je ne suis pas aussi jeune que vous le pensez. Quel âge croyez-vous que j'ai demande-t-elle avec un sourire. Tout au plus 20 ans, avançai-je. Elle me fixe de ses yeux bleus qui sourient autant que ses lèvres, tout en sirotant son ersatz de café. Pas loin. J'aurai 24 ans le 6 juillet prochain. Mais je suis diplômée depuis 1939 et j'ai surtout travaillé au bloc opératoire et en chirurgie, d'où mon expérience dans ce domaine. Cependant, j'estime que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et vous, pourquoi nous avoir aidés, alors que vous êtes censé vous occuper de vos compatriotes? Parce que j'ai beau être allemand, je suis médecin avant d'être soldat. Mon métier est de sauver des vies autant que possible. Même celles de vos ennemis, m'interroge-t-elle sans perdre son sourire. Les civils ne sont pas des ennemis. Mais pour répondre à votre question, oui, je n'hésite pas à sauver aussi la vie d'ennemis. Je l'ai fait en Pologne, en Belgique et dans le nord de la France en 1940, puis en Russie, et je continuerai à chaque fois que l'occasion se présentera. Un blessé a besoin de soins, quelle que soit sa nationalité. C'est tout à votre honneur. En tout cas, merci. Si vous le permettez, je vais néanmoins prendre congé pour aller voir si mes collègues de chirurgie ont besoin de mes services avant de songer à me reposer. Sur ces derniers mots, elle prend la direction du dit service. Après quelques échanges avec l'interne et l'anesthésiste, je retourne moi-même dans mes quartiers. Sur le chemin, je me rends compte que je ne connais même pas le prénom et le nom de cette infirmière dont le comportement professionnel m'a épaté. Mais, je dois l'avouer, son professionnalisme n'est pas la seule raison du trouble que je ressens. Bon sang, Walter, tu es veuf depuis moins de 2 ans. Tu devrais avoir honte, songeai-je. Il vaudrait mieux oublier cette fille. Cependant, je n'arrête pas d'y penser dès que je me retrouve seule dans mon bureau, à l'hôpital. En fin d'après-midi, je vais visiter les patients que j'ai opérés. La religieuse infirmière qui m'accompagne me fait part de leur évolution qui est favorable. Mais il faudra quelque temps à toutes ces personnes pour se remettre complètement. Nous tenons vraiment à vous remercier de votre aide, Herr Oberstabsarzt, me dit la religieuse bénédictine. Sans cela, nous aurions difficilement fait face à cet afflux de blessés. Je suis médecin, ma sœur. Mon métier est de sauver des vies. Bien sûr, je suis chirurgien dans la Wehrmacht, mais je ne suis pas un soldat, même si j'ai dû recevoir une formation militaire. Croyez-moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Vous m'envoyez ravie. Soyez bénie pour ce que vous avez fait. Ma sœur, je n'étais pas seule. J'avais une très bonne équipe avec moi. Sans elle, je n'aurais pas pu être aussi efficace. Je dois dire que l'infirmière en particulier m'a impressionnée. Ces dernières paroles, je ne les prononce pas au hasard. J'espère bien que la religieuse va rebondir et me donner l'occasion d'en savoir plus sur la dite infirmière.
Louise Drouin est certainement notre meilleur élément, dit la religieuse. Elle est très investie dans tout ce qu'elle fait. Vous ne pouviez avoir une meilleure infirmière au bloc opératoire. Même après y avoir passé la nuit, elle est venue aider ses collègues dans le service. J'ai dû l'envoyer se coucher, sinon je crois qu'elle serait encore là. Maintenant, je connais au moins son identité en plus de son âge. C'est déjà quelque chose. Après quelques dernières recommandations concernant les patients, je passe le relais à mes confrères civils français et prends congé. Moi aussi, j'ai besoin de repos. De retour au château, dans ma chambre, je mets un certain temps avant de m'endormir. Le visage de Louise Drouin me trotte dans la tête. Je m'efforce de chasser ces images, mais elles reviennent sans cesse. Jusqu'à aujourd'hui, je ne m'intéressais pas du tout aux femmes que j'ai pu croiser. Il est vrai qu'aucune n'était aussi jolie. Et surtout, la seule à laquelle je pensais était Elke, ma fidèle Elke. Nous nous étions connus très jeunes, car nos parents étaient amis. Mon père était médecin, le sien était pharmacien. Même lorsque les parents d'Elke avaient déménagé à Rostock, nos familles étaient restées liées. Mes parents m'emmenaient au bord de la Baltique l'été. Notre amitié d'enfance s'était muée en amour lors de notre adolescence. Notre union n'avait étonné personne, comme si tout était écrit d'avance. Malheureusement, la guerre a tout détruit. Elle a tué ma femme chérie et nos 2 bébés, ces pauvres innocents. Le plus étrange, c'est que je ne hais même pas ceux qui ont lâché les bombes ayant provoqué leur mort. Pour moi, le seul vrai responsable est celui qui a déclenché cette guerre. Pourquoi Elke avait-elle décidé d'aller voir ses parents là-bas, alors que Rostock, tout comme Warnemünde, était et est toujours une cible privilégiée pour les attaques aériennes? Car leur emplacement les rend faciles à trouver et surtout, elles hébergent des industries importantes pour la guerre, comme l'usine d'avions Heinkel. En outre, ces villes sont un point de transit majeur pour la connexion de l'Allemagne avec le Danemark et la Norvège. Je n'ai aucun mal à imaginer ces centaines de bombardiers de la Royal Air Force qui ont attaqué 4 nuits d'affilée le centre-ville de Rostock et l'usine Heinkel dans la partie sud de la ville. Les bombes incendiaires et explosives larguées ces nuits-là ont détruit la moitié de la vieille ville, dont la maison et la pharmacie de mes beaux-parents, ainsi que la plupart des habitations de leur quartier. Ça avait été une véritable tempête de feu. Sur les 130 000 habitants de Rostock, environ 35 000 se sont retrouvés sans abri. Ce soir, allongée sur mon lit, j'ai honte de penser à une autre femme. J'ai des difficultés à accepter et dépasser le sentiment de culpabilité qui m'envahit, à l'idée que je m'intéresse à une autre quelque. Mais elle n'est plus là, et je me sens tellement seule. Toutefois, je ne suis pas certain d'être prêt pour une nouvelle relation. De toute façon, je m'emballe. Ce n'est pas parce que cette fille me plaît qu'il en est de même pour elle. Ce genre de décision mérite que l'on se donne du temps. Avant de franchir le pas, je dois considérer avec honnêteté ce qui anime ma quête d'une nouvelle partenaire. Qu'est-ce que je cherche exactement? Étouffer cette insupportable douleur de la perte ou vivre réellement la naissance d'un nouvel amour authentique? Sur quoi puis-je espérer construire une nouvelle relation? Est-ce que je cherche des points de ressemblance avec Elke? Est-ce que je ne cherche pas seulement à fuir ma peur de vivre la solitude? Je décide finalement de ne pas me précipiter et de laisser le temps faire son œuvre, afin de voir si je me sens vraiment prêt pour un nouveau départ. Ensuite je verrai. Cependant, je me surprends à penser à mon avenir, alors que jusqu'à aujourd'hui, je n'envisageais plus rien. Il faut d'abord que je passe le cap de ce sentiment de trahir ou d'oublier Elke et mes enfants, et que je m'autorise à vivre une nouvelle relation. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être infidèle à ma défunte épouse. Pourtant, je voudrais à nouveau être heureux, avec une femme que j'aimerais. Le couple que nous formions avec Elke était unique. Si je retombe amoureux, cet amour sera-t-il aussi sincère et véritable? À l'heure actuelle, j'en suis encore au stade où j'oscille entre le présent et le passé, et je ne connais de Louise que son beau visage et ses compétences infirmières. Peut-être sommes-nous incompatibles. Premier obstacle, je suis allemand,
et je fais partie de ces troupes d'occupation dans un pays qui n'est pas le mien. Je finis par m'endormir épuisée par les nombreuses heures passées au bloc. C'est un cauchemar qui me réveille au petit matin, toujours le même. Une sirène stridente retentit dans la nuit. Puis des fusées éclairantes larguées par les bombardiers de la RAF qui font qu'on y voit comme en plein jour. Dans les rues, des gens courent dans tous les sens, bien qu'il soit 2 heures du matin. Je vois Elke, ses parents. Elle tient Erwin dans ses bras, et ma belle-mère porte Dietrich. Elles suivent les consignes de mon beau-père, qui porte un gros sac, qui contient certainement des couvertures et ce qu'il faut pour les enfants. Ils sont tout proches de l'abri anti-aérien quand la première bombe explose. Ils se jettent au sol. Les bombes tombent d'une manière ininterrompue, couvrant tous les autres bruits dans une atmosphère irréelle. L'entrée de l'abri est totalement embouteillée. Ils doivent se diriger vers un autre abri. Mais ils n'ont pas le temps de l'atteindre. Un tonnerre effrayant d'explosions de grande puissance s'abat sur eux. Un bâtiment tout proche s'effondre, accompagné d'une épaisse poussière chargée d'odeur de phosphore. À ce moment, je me réveille en sueur, haletant. Je crois que j'ai crié. C'est toujours le même cauchemar. De temps en temps, il me laisse en paix, mais ces moments de répit ne durent pas. Comme à chaque fois que ces images me réveillent, je vais prendre une douche. Je ne me recouche pas, c'est inutile. Il est déjà 5 heures du matin. Je vais me rendre à l'hôpital. Autant m'occuper utilement. L'aile que nous occupons est séparée du reste de l'établissement. Mon bureau donne sur la cour d'honneur par où arrivent les ambulances et les personnes qui travaillent à l'hôpital. Mon ordonnance m'a amené un café et je fume une cigarette à la fenêtre avant de me rendre dans le service. De mon poste d'observation, j'aperçois la silhouette de celle qui a occupé mes pensées un bon moment hier. Tenue stricte, voile masquant complètement ses cheveux, alors que chez les autres infirmières, on voit au moins la racine de leur chevelure, quand ce ne sont pas des mèches entières. Je décide d'aller prendre des nouvelles de mes opérés de la veille, même si en toute logique, j'ai passé le relais au médecin civil dont ils relèvent. Vraiment, je me conduis comme un adolescent lors de ses premiers émois amoureux. Tout ça pour essayer de voir Louise. Si ça se trouve, je ne suis même pas son genre. Je me retrouve face à la religieuse de la veille, qui est en fait l'infirmière en chef. Herr Oberstabsarzt, vous vous inquiétez pour vos opérés d'hier? Ma foi, ils vont aussi bien que possible, grâce à vous. Impossible de me débarrasser d'elle, ou d'apercevoir celle qui a motivé mon déplacement dans cette aile qui n'est pas la mienne. Je retourne donc dans mes quartiers un peu dépité. Les jours passent et je ne vois toujours Louise que de loin. J'en viens à souhaiter un nouvel afflux de malades ou de blessés pour proposer mon aide. Mais rien de tel ne se produit le reste du mois de janvier.